Donc rebonjour, enfin rebonjour pour ceux qui sont là depuis ce matin et puis bonjour aux nouveaux arrivants. Donc on va passer à la deuxième conférence de cette matinée, pas des moindres, hein, puisqu'on va parler de communauté étudiante, donc mobiliser la communauté étudiante pour convertir vos prospects dans l'enseignement supérieur. Et avec moi pour parler de ça, nous avons trois intervenants. Alors je vous présente tout de suite. Donc on commence par les dames. Donc, tout de suite à mes côtés, c'est Laureline Laplaneta. Vous êtes chargée de promotion à l'ISC Paris Campus Orléans. À ses côtés, Julie Lucas, vous êtes responsable de la promotion et du recrutement à l'ISEP. Et puis, encore à côté de vous, Edouard Petit, qu'on ne présente plus, mais qui est quand même là, un cofondateur de Magma APP, donc qui est là également pour répondre à toutes ces questions et ce débat sur la communauté étudiante. Alors, l'idée aussi, comme tout à l'heure, c'est de trouver des astuces, des tips, des conseils et tout ce que vous proposez, vous, en termes de communauté étudiante, et puis de vous les partager. Et à l'issue de cette petite conférence, évidemment, vous pourrez poser vos questions, comme tout à l'heure, bien évidemment. Je vous passerai le micro. Alors, mobiliser la communauté étudiante. On sait combien cette communauté est importante, voire cruciale pour vos établissements, et puis surtout pour convertir, évidemment, les prospects. Comment s'appuyer de cette communauté, comment les utiliser, comment les pérenniser. Si vous avez des guillemets, on reviendra sur le détail là-dessus. Et puis surtout, bien connaître cette communauté pour mieux pouvoir s'en servir stratégiquement, socialement, par rapport aux prospects et à l'univers externe. Donc, peut-être première question là-dessus, sur la mobilité, la mobilisation de cette communauté étudiante. Est-ce que déjà, vous-même, vous avez identifié, parce qu'il faut l'identifier, c'est mieux pour pouvoir s'en servir, mais est-ce que vous avez identifié cette communauté étudiante au sein de vos différents établissements, c'est-à-dire identifier ce qu'on prend plutôt, alors tout à l'heure j'ai pris le terme de piou-piou, Étienne, vous préférez apprenant, on va dire piou-piou. De ces piou-piou en première année, deuxième année, troisième, quatrième ou cinquième année, est-ce que c'est une communauté qui doit être mobilisée, voilà, dès le départ, parce qu'ils sont jeunes, justement, ils sont très motivés, motivants, etc., mais ils connaissent peut-être un peu moins la pédagogie, en tout cas l'essence même de l'école, ou est-ce que ce sont des grands qui vont parrainer? Alors, on verra évidemment sur toutes les actions de parrainage, de back to school, etc., mais dans un premier temps, déjà, comment on identifie cette communauté d'ambassadeurs, donc de jobbers, et comment les identifier pour pouvoir travailler avec eux. Qui veut commencer? Bonjour à tous, merci de votre présence déjà. Nous, on identifie les ZEP déjà plusieurs types d'ambassadeurs. En fait, chez nous, les actions de promotion sont obligatoires pour l'ensemble des apprenants. Donc, la classe préparatoire intégrée, et puis après ceux qui sont sur le cycle ingénieur et les bachelors. Donc, il y a deux actions de promotion pour eux qui sont obligatoires et qui rentrent dans leurs conditions de diplomation. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tard. Mais ça nous aide, ça nous soutient, en tout cas, dans la promotion de l'établissement. Après, on a aussi une communauté d'ambassadeurs. Et là, du coup, Edouard aussi présentera sa solution parce qu'on travaille avec Edouard, avec la Magma. Et là, du coup, c'est un petit groupe d'ambassadeurs, une trentaine, qui vont répondre aux demandes de mise en relation avec des prospects, avec ceux qui sont en recherche de formation. Voilà. Et puis après, on a d'autres types d'ambassadeurs qui sont nos alumni, bien des influenceurs qui sont aussi à l'extérieur. Juste pour compléter votre réponse, quand vous dites obligatoire, c'est-à-dire ça intervient dès la première année ou ça va plus tard? Tout à fait. C'est-à-dire que les premières années, donc nous on a un parcours en 5 ans, donc les classes préparatoires ont l'obligation de réaliser 2 actions de promotion par année. Et ça rentre dans des conditions de diplomation. D'accord. Laureline? Merci beaucoup. Chez nous, au contraire, c'est plutôt optionnel, finalement, pour nos étudiants d'être ambassadeurs. Et dès la première année, effectivement, on fait du post-bac avec du 5. Dès la première année, les étudiants sont invités à être ambassadeurs. On est sur un programme, en fait, qui est ouvert toute l'année, parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas avoir le même niveau d'investissement au fur et à mesure. Et ça a beaucoup de bouche à oreille aussi qui s'aide par les plus âgés. Pour les nouveaux, ils donnent beaucoup, en tout cas, ils vont vraiment partager cette envie d'être ambassadeur en première année. Et souvent, généralement, ce qui est intéressant, c'est que comme ils ont été accompagnés avant même d'intégrer l'école par des ambassadeurs, souvent ils ont envie d'intégrer ce programme-là. Donc, dès la première année, ils sont invités à l'être. Par contre, il y a une vraie montée en compétences qui se fait au fil des années. Et là où parfois on peut perdre certains apprenants, justement certains étudiants quand ils deviennent apprenants dans leur rôle d'ambassadeur, on va les retrouver, mais sur des missions un petit peu plus spécifiques. Et c'est aussi pour ça qu'on a même 2 programmes d'ambassadeurs, un ouvert à tous, et puis un petit peu plus fermé,
d'une trentaine de personnes avec Magma justement, pour des étudiants qu'on a envie de garder parce qu'ils peuvent moins s'impliquer sur des événements. Par contre, ils peuvent s'impliquer sur d'autres missions. Et c'est comme ça que nous aussi, on a envie de les garder, les fidéliser et puis travailler avec eux un peu au quotidien. D'ailleurs, j'imagine que pour identifier cette communauté étudiante, que ce soit obligatoire ou optionnel, vous parliez de mission à l'instant, c'est-à-dire que, remettons le contexte, vous avez des jours des portes ouvertes, des soirées portes ouvertes, des salons, des forums, parfois des interventions en classe, des back to school. On va retourner dans le lycée d'origine pour parler de l'établissement dans lequel on est. C'est identifier là encore dès le départ. Quand vous parlez par exemple de obligation de travailler sur 2 missions, est-ce qu'ils ont obligation de travailler, de retourner dans leur lycée dans les 2 missions, ou est-ce que c'est là encore le choix de l'étudiant ou pas? Alors nous, on fait un listing en fait en début d'année, donc leur phase d'intégration, on prend le temps avec eux, on passe 1h30 avec chaque promotion. Je balaye en fait l'ensemble des actions possibles sur l'année, journée porte ouverte, journée d'immersion, donc être le parrain d'arène sur une journée. Ça peut être aussi répondre au service communication, enfin de participer à des interviews aussi. Ça nous permet d'alimenter nos newsletters, par exemple, et on a une petite banque d'interviews. Ça peut être aussi ça. Des reportages photos, ça peut être aussi être le relais de réseaux sociaux. Donc voilà, le panel d'actions de promotion est très large. C'est pas forcément que de la promotion, que salon ou que visite. On propose un panel quand même assez large d'actions, ce qui permet d'adapter en fonction de la personnalité de l'étudiant. Voilà, ils sont pas tous très à l'aise en communication, donc surtout que nous formons des ingés. Donc la communication c'est pas forcément leur cœur de métier, même si du coup on leur apprend, parce que c'est les futurs managers, et par les actions de promotion, c'est aussi les entraîner à la prise de parole. C'est ça, exactement. Donc du coup, c'est pour ça que nous, c'est valoriser aussi leur parcours et puis ils sont une meilleure porte-parole en termes de valorisation de la qualité de leur formation et de leur vie d'étudiant aussi. Ça passe par eux. Comme vous disiez, Laureline, tout à l'heure, enfin à l'instant, sur les apprenants qui ont une mission différente parce qu'effectivement, ils sont plus âgés, ils ont déjà un pied dans l'entreprise, ils ont une autre communication à donner. Alors, Édouard, évidemment, vous connaissez très bien cette communauté étudiante pour travailler avec différents établissements là-dessus. C'est important de la cibler dès le départ, c'est-à-dire de savoir qui va faire quoi pour qui. Où on peut effectivement dire aux étudiants, voilà, on a plein de choses à vous proposer, et puis chez notre planier, puis on verra au fur et à mesure. Et puis de tendance, on fait leur preuve aussi. Donc, votre avis là-dessus? Alors, au-delà de mon avis, c'est ce qu'on peut constater. Voilà, aujourd'hui, on a 100 campus un peu partout en France et en Europe. Ce qui est vraiment important, la première brique de la stratégie ambassadeur, c'est cette identification. Finalement, on en parlait tout à l'heure, on arrive dans un marché qui est en tension, on a besoin de se démarquer. Les meilleures personnes pour parler d'un programme, pour parler de ce qui se passe, ça reste les gens qui vivent cette expérience. Donc, techniquement, tous vos étudiants, tous vos alumni, toutes les personnes qui sont déjà passées là, ont un rôle à jouer. Est-ce qu'effectivement, on va les impliquer en tant qu'ambassadeurs au cœur de la communauté, ceux qui vont faire des actions un peu plus spécifiques? Est-ce qu'on veut rester en surface pour les impliquer de manière un peu plus sporadique et ponctuelle tout au long de l'année sur différentes actions? La première chose qu'il faut faire, c'est mapper qui sont ces gens-là, qui sont vos prescripteurs. Et si je refais le rebond avec la conférence de tout à l'heure, nous, on a des écoles qui, effectivement, ont des ambassadeurs alumni, on a des écoles qui ont des ambassadeurs entreprises, parce que les gens dans les entreprises ont aussi un rôle à jouer de prescripteurs de l'école, parce qu'ils vivent l'expérience école côté entreprise, clairement. Et tout ça vient créer votre réseau d'ambassadeurs. Nous, on a souvent tendance à dire qu'une fois qu'on a bien identifié les cibles de côté, on va pouvoir les labelliser pour déterminer des actions qui vont être totalement différentes et donc répondre aux objectifs des écoles de manière totalement différente. Sur les bonnes pratiques dans les écoles, et je pense que là du coup c'est rigolo, on a un peu les mêmes pratiques, c'est qu'effectivement ce qui va être important dans un premier temps, c'est de se consacrer au cœur de la communauté, dans les logiques communautaires, pyramidales, qui sont les gens qui déjà véhiculent le plus notre marque, notre programme, notre notoriété. C'est sur ces gens-là qu'on va pouvoir s'appuyer parce que derrière, ça va ruisseler. Juste entendu parler ici, c'est que derrière, ça fait son travail. Une fois que les gens vont être ambassadeurs, on va les identifier, on va les voir. Sur les campus, ils peuvent avoir un statut un peu particulier. Et donc, on va faire grossir sa communauté dans le temps. Souvent, l'erreur initiale d'un programme ambassadeur qui a du mal à se lancer et qui patine un petit peu, c'est justement de se dire, OK, on a 1500 étudiants actifs, on a 2000 alumni, on invite tout le monde, on recrute tout le monde, on propose tout à tout le monde.
il n'y a pas cette notion d'exclusivité et du coup, les gens qui sont moteurs se sentent pas concernés. Se disent, OK, moi, tout le monde peut faire les choses. Pourquoi je me mobiliserais plus que quelqu'un d'autre? Donc, il y a une vraie approche humaine, une vraie approche de créer du lien entre les écoles et leurs ambassadeurs pour justement favoriser cet effet de boule de neige qui va faire que notre communauté, elle part 10 ambassadeurs, puis 20, puis 30, puis 50. Et puis d'une année sur l'autre, on conserve sa communauté pour s'appuyer dessus dans le long terme. Donc ça, c'est la base. Si on n'a pas la capacité d'identifier ces ambassadeurs, peu importe les actions qu'on va imaginer, bah, du coup, on ne sait pas qui est-ce qu'on sait. C'est comme une campagne de pub, comme une campagne de communication. D'abord, on se pose la question de qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on veut leur proposer. Derrière, tout en est. On va parler justement de l'action de pérennité tout à l'heure, mais juste pour revenir sur, parce que c'est super important quand on parle d'identification de communauté étudiante, on sait que ce sont des porte-paroles assez incroyables et formidables, vraiment un sourcing super pour l'établissement. Encore faut-il effectivement bien les accompagner, bien les sourcer. Alors la question là-dessus, c'est parce que souvent on nous pose la question aussi en coulisses, c'est mais oui, mais moi je l'ai rendu obligatoire, mais j'ai pas eu l'engagement que je voulais. Ah, mais moi je l'ai rendu optionnel et finalement ceux qui étaient hyper engagés au début, bah, ils le sont pas parce que là ils ont eu 3 partiels, ça y est, tout le monde est mort et ils ont plus de temps pour rien. Et on sait que cette mobilisation communauté étudiante est d'autant plus importante, vous l'avez évoqué tout à l'heure Julie, on y reviendra, parce que non seulement pour l'interne, mais l'externe, parce que c'est eux aussi qui vont véhiculer les messages sur les réseaux sociaux, qui vont être force de proposition ailleurs, des alumni et autres. Donc voilà, comment, puisqu'on là on a 2 cas, et avec Edouard qui va évidemment expertiser là-dessus aussi, mais on a 2 cas obligatoires, optionnels, comment vous les engagez? Parce que quand on les oblige, ok, ils n'ont pas le choix, mais est-ce que la motivation va être pérenne dans le temps? Et quand on le rend optionnel, alors là, dès le départ, on est voilà tout fou, tout flamme, vous avez presque 30 candidats et vous en voulez que 10. Et puis finalement, ça peut s'essouffler. Enfin, on le voit dans certaines expériences où ça s'essouffle même rapidement parce que le premier partiel arrive en décembre. Là, c'est les fêtes. On a l'entreprise à chercher pour l'alternance. Bref, on n'a plus le temps de rien. Donc, quelles sont vos solutions et votre expertise là-dessus? Chez nous, ça passe par beaucoup de pédagogie auprès d'eux. Donc on les forme. On va former l'ensemble des promotions, des bonnes pratiques, façon de communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou bien lorsqu'ils prennent la parole, lorsqu'ils expliquent leur formation. Prends le temps avec eux de balayer un petit peu toutes les voies d'entrée d'école, comment on y rentre, les formations, même si c'est pas les leurs. Voilà. Dès que ce pouvoir expliquer ce que fait le camarade. Pas forcément rentrer dans les détails, mais en tout cas, on balaye là-dessus. Et puis la communauté d'ambassadeurs, ceux qui vont répondre aux questions vraiment via la plateforme, voilà. Eux sont vraiment formés et plus spécifiquement, c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans les détails. Et puis si jamais ils n'ont pas de réponse, je préfère leur dire de ne pas répondre et de nous contacter nous, de répondre un truc qui est complètement à côté de la plaque. Donc, il y a vraiment un accompagnement de notre service, le service de promotion recrutement, pour les aider après dans leur démarche. Ça veut dire que vous identifiez ceux qui arrivent, qui sont plus à même de parler en journée portes ouvertes à des parents, par exemple, ou d'autres étudiants qui sont là pour s'exprimer sur la pédagogie, d'autres qui vont être en salon, qui vont être susceptibles de parler à d'autres encore personnes qui vont être aussi des parents étudiants, mais peut-être aussi des entreprises ou ailleurs. Comment vous les identifiez? Il y a des coachings avant, il y a des entretiens? Non. En fait, on ne ferme la porte à aucun étudiant. Si un étudiant veut se rendre sur un salon, quelqu'un qui est peut-être un petit peu réservé, voilà, il a envie de se prouver à lui-même aussi qu'il peut y arriver. C'est un très bon exercice. On ne lui ferme pas la porte. C'est un bon exercice. Donc, peut-être qu'il sera pas à l'aise sur les 2 premières personnes qu'il va rencontrer, et puis après, ça va venir au fur et à mesure. Après, je vous cache pas que les étudiants, ils sont pas faits pour ça. Hein. Et des fois, on les a en salon, ils sont sur le téléphone toute la journée. Et là, notre action de promotion, ils ont 0. Parce que c'est pas le comportement qu'on attend du jeune sur le salon. Et puis, les règles, du moment qu'on les pose et qu'elles sont claires dès le début sur nos attentes vis-à-vis d'eux sur cette partie-là, ça se passe globalement bien. Laureline, sur le côté engagement optionnel. L'engagement, je crois que nous, en fait, il s'est développé au fur et à mesure. Alors, nous, Campus d'Orléans, en plus, il s'est développé, il a été créé en 2019, et quand je suis en 2020, notre programme ambassadeur, c'était pour 3 actions, en fait, événementielles que vous faites avec nous, vous débloquez un crédit optionnel.
ce qui est une très bonne carotte en général pour aussi faire des actions. On n'avait que 60 étudiants sur le campus, donc à l'époque, c'était facile aussi d'aller les chercher directement. Quand je suis arrivée, il y a eu le confinement, donc plus de possibilité d'avoir des actions en présentiel, mais un fort besoin de notoriété malgré tout pour un campus qui aussi se montait à Orléans. Et donc, on avait besoin en plus, nous, d'étudiants qui pouvaient être engagés sur les réseaux sociaux. Donc, on a aussi créé d'autres actions qui étaient possibles. Et donc, ce qui était génial, c'est que par contre, nos étudiants, on a pu les engager par le fait qu'ils participaient à quelque chose de plus grand qu'eux. Ils participaient au développement de leur école, de leur diplôme, de l'attractivité de leur ville aussi. Donc, il y a vraiment eu ce levier d'engagement par contribuer à quelque chose de plus grand que vous, en fait. Et l'action que vous avez aujourd'hui, elle va avoir un impact sur toute votre vie. Et ça a été très fort et ça s'est ressenti au fur et à mesure. Et quand on a pu reprendre, en fait, les événements, donc en 2020, en fait, là, on se dit, mais pourquoi pas monter un programme un peu plus poussé, en fait, avec un système de points, en fait, qui permettait d'avoir quelque chose de ludique, où les étudiants pouvaient être valorisés pour le temps qu'ils passaient sur les réseaux sociaux, par exemple, à publier les actions qu'on pouvait avoir, ou à passer du temps avec nous sur des JPO en ligne, parce que ça leur prenait quand même du temps. Et donc, il y a eu toute cette question de comment est-ce qu'on arrive à les engager aussi par un système de points. Pour nous, c'est comme ça qu'on l'a mis en place, et par quel levier d'action aussi on pouvait les motiver au-delà même d'un crédit. Et donc, au fur et à mesure, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la première porte d'entrée pour l'engagement d'un étudiant, c'est le crédit optionnel. Parfois, ça peut être ils peuvent gagner en ayant des points, mais finalement, au fur et à mesure, ils vont venir parce qu'ils savent qu'ils vont gagner de l'expérience. En fait, prendre la parole en public quand on a 18 ans, on le fait pas. Être capable de se vendre et de vendre son école, ça va être utile quand on se rend en entretien pour parler de ça. Et puis mine de rien, au fil des événements, donc on va avoir plein de choses, des journées portes ouvertes, des journées d'immersion, des salons, des journées de concours. En fait, on se rend compte qu'ils montent en compétences, qu'en fait, ils vont avoir une sorte de hiérarchisation presque qui va se faire. Enfin, ils vont gagner en compétences et donc en responsabilité au fil des événements. Donc, ils viennent au début pour un crédit, après parfois pour une récompense, puis en fait, après, ils viennent parce qu'ils sont contents de passer du temps avec les autres membres de l'école, que ce soit leurs collègues, mais aussi les membres du staff, parce que c'est aussi un moment privilégié qu'on leur apporte, parce qu'on crée du lien aussi à ce moment-là. Donc, nous, on voit que nos bilans d'engagement, ils sont aussi par là, et parce qu'effectivement, il y a ce côté formation qui fait que derrière, ils sortent avec une opportunité en plus pour grandir. Edouard, cette forme d'engagement, vous le voyez sur ces comités d'étudiants, c'est est-ce que de leur dire que c'est pour leur avenir, ça va leur servir toute leur vie, effectivement, ça va leur servir pour les entretiens de stage, d'alternance, c'est quelque chose qui marche dès le départ ou il y aura d'autres des carottes qui vont mieux fonctionner. Voilà, quel degré d'engagement ces jeunes gens quand ils sont mobilisés? En fait, il y a deux sujets. Le tout premier sujet, on en a parlé là succinctement, c'est les leviers motivationnels. Comment est-ce qu'on engage les gens? C'est juste comment est-ce qu'on les motive à faire des choses pour nous. Ça, c'est pour tout un chacun. Vous aussi, vous avez les mêmes leviers que les ambassadeurs dans des écoles. Pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ont des fonctionnements totalement différents. Donc là-dessus, il y a deux axes. Il y a l'émotionnel. Donc l'émotionnel, c'est ce qu'on disait, j'aime ma marque, je me sens utile, j'ai un rôle à jouer dans la société, je me sens valorisé, tout ce qui va dégager une émotion chez nous. Ça, c'est un point important. Nous, chez nous, on se rend compte que plus de 55% des gens ne réclament jamais leurs points et leur lot. Donc, on avait mené une étude l'année dernière pour essayer de comprendre. Les gens, ils se mobilisent, ils font des choses. Nous, on essaie de mettre des points, on accompagne les écoles pour mettre des choses en place. Et finalement, ils vont pas au bout. Et pour beaucoup, il y en a qui me disent, moi, je suis content d'avoir aidé quelqu'un, je suis content d'avoir passé du temps sur un salon, je suis content d'avoir fait une action. Finalement, la carotte n'est pas toujours besoin initial. Derrière, donc, évidemment, pareil, tous ici présents, les leviers transactionnels. Qu'est-ce qu'on va mettre en face pour valoriser l'action de la personne? Comme nous au travail, on va chercher plus de performance parce qu'on sait qu'il y a une prime derrière. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on met en place avec des points, avec tout un système de primes et de récompenses qui peut se mettre en place de façon customisée par rapport à chaque école. Et là, c'est des réflexions individuelles que nous, on a avec chaque client parce que chaque école est différente. La structure juridique va impacter sur ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et nous, ce qu'on conseille, c'est d'essayer d'être le plus diversifié possible pour justement déclencher ces leviers motivationnels de chacun en fonction des profils qu'on va avoir en face de nous. Le deuxième point, on a un petit peu moins parlé ici, c'est
le bon moment, la bonne action à la bonne personne. Souvent, on veut lancer des actions, on nous dit, au début de l'année, je voudrais mobiliser tous les ambassadeurs, donc je vais recruter, j'ai envoyé des messages à 400 personnes pour qu'ils se mobilisent. La réalité, c'est que le salon, peut-être qu'il est en janvier, en décembre, en septembre, il y en a qui vont vous dire oui, qui seront pas dispo, qui auront autre chose, qui seront plus même sur le campus à ces moments-là. Du coup, vous avez perdu du temps et eux, ils sont déçus. Le bon moment, la bonne personne, avec la bonne action, c'est justement cette capacité de bien segmenter sa communauté et d'aller activer sur tel salon, sur tel JPO, sur tel webinar qu'on a organisé, la communauté qui est déjà engagée. Donc ça, c'est un travail de fond, mais engager les gens, c'est aussi les solliciter au bon moment. Parce que si là, tous, je vous dis, nous, on va lancer des actions, est-ce que vous voulez vous mobiliser? Il y en a qui vont dire, pourquoi pas? La réalité, c'est que si je reviens dans 6 mois et que je vous dis, il y a 6 mois, vous m'avez dit que, je dis, ok, moi, je suis passé à autre chose, j'avais oublié, je suis dispo. Donc, le bon moment, le timing est vraiment, vraiment important, et il est aussi dans votre relation avec l'ambassadeur. Parce que l'ambassadeur, il va avoir une relation avec l'école qui va fluctuer en fonction de si l'on stage, en alternance, pas en alternance. Et donc, il y a des bons moments pour eux. Et donc, il va falloir arriver à trouver cette harmonisation tout au long de la vie. Si je peux juste rajouter quelque chose, dans ce qui a aussi fonctionné en termes d'engagement de nos étudiants ambassadeurs, c'est le côté co-construction du programme avec eux. Dès la première année, en fait, on a eu Guillaume, qui est maintenant en alternance avec nous, qui était un ambassadeur vraiment engagé et qui a participé avec d'autres étudiants à la co-construction du programme sur qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui peut vous motiver, quelles actions vous aimeriez aussi voir dans ce programme. Et en fait, chaque année, c'est un travail qu'on prend avec tous nos ambassadeurs. Et donc, chaque année, on voit avec eux les actions, les récompenses, etc. Enfin, tous ces moments, même la façon dont on échange avec eux, tout ça, ce sont des points sur lesquels on travaille avec eux en direct. Quand on parle d'engagement, donc on parle quand même de derrière, on entend bien tous les propos de récompense quand même derrière. C'est-à-dire soit voilà un goodies, un point, un crédit, peu mais il y a quelque chose. C'est pas, je suis presque fou pour ça, je fais l'avocat du diable évidemment. C'est pas un engagement, j'allais dire entre guillemets gratuit. C'est-à-dire on n'est pas, parce qu'on parlait de l'attachement à la marque, à son école, etc. Si moi j'aime ma marque, est-ce que j'ai besoin d'avoir, oui, il faut quand même qu'il y ait un engagement qui sera récompensé. Est-ce que ça veut dire que certains ambassadeurs qui seraient peut-être pas des ambassadeurs, c'est bien des jobbers, sont aussi rémunérés? Est-ce qu'il y a des cas de dans les établissements, et je sais que oui, c'est ça, je peux être évidemment. Voilà, hormis les notes, les crédits, les goodies, les points, etc. Alors c'est une autre peut-être communauté d'étudiants qu'on appellera pas ambassadeurs mais jobbers, je ne sais pas, mais qui vont être payés, donc rémunérés pour aller faire des actions pour l'école à l'extérieur, par exemple. Chez nous, non. Il n'y a pas de rémunération d'étudiants. C'est une notation pour l'ensemble des étudiants. Pour les ambassadeurs, il y a un système de lot. C'est pas mal de se challenger, de voir où ils en sont en termes de points d'action qu'ils ont menés, de matching avec les étudiants, réponses, etc. Mais il n'y a pas de rémunération. C'est pas leur job. On n'est pas là pour les payer. C'est pas là pour ça. Ils sont là pour être formés sur le métier. Mais voilà, c'est juste des récompenses, on va dire ça comme ça, pour les ambassadeurs. Et par contre, voilà, moi j'aurais abordé un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, on a abordé beaucoup les étudiants, mais c'est là pourquoi on le fait en fait aussi, qui est important. Il y a une vraie attente des prospects, des jeunes qui sont en recherche de formation, et d'encourager nos ambassadeurs ou nos étudiants à se mobiliser. Voilà, ils ont besoin, enfin ceux qui cherchent ont besoin de crédibilité, et ils ont plus confiance en quelqu'un qui a leur âge que quelqu'un qui est institutionnel, une spécialisée d'admission ou un prof. Il y a une vraie crédibilité dans la réalité des choses, on peut répondre de l'étudiant qui est en face de lui. Et c'est important sur pourquoi on le fait. C'est pour ça. C'est comprendre à nos étudiants aussi, voilà, ça passe par ça. On leur explique que les étudiants qui sont en recherche, et on les remet dans le contexte aussi de dire, voilà, l'année dernière, quand tu étais en terminale, ou quand tu étais en BUT l'année dernière, qu'est-ce que tu attendais? T'étais perdu, toi aussi, dans ta recherche, ou pas. Mais qu'est-ce que tu attendais en décembre de Parcoursup? Qu'est-ce que tu attendais de réponse par rapport à ce concours? Quelles étaient les interrogations de tes parents? Et comment, toi, maintenant, tu peux orienter tes futurs camarades dans l'orientation, en fait, que ça soit pour l'école, pour qu'ils intègrent, ou pas. Quand ils sont sur tes salons, si on rencontre des profils qui sont pas adaptés à l'école, c'est pouvoir aussi leur dire, voilà, je pense que tu as tel ou tel profil, mais il existe telle et telle école aussi.
Oui, c'est d'ailleurs quand on fait des conférences sur l'orientation, souvent à la fin, c'est surtout rendez-vous au forum, rendez-vous aux journées portes ouvertes. Vous rencontrerez des gens qui étaient là à votre place. Et effectivement, ce sont ces ambassadeurs, ces fameux ambassadeurs qui prêchent la bonne parole et qui vont aussi parler, j'imagine, et bien sûr ils le font, des cours, des contraintes, des avantages, des associations dans lesquelles ils sont par rapport à l'école, etc., qui font que voilà, ils sont très engagés par rapport aussi à leurs propos. Donc j'imaginais un côté commercial dans la parole qu'ils vont dépêcher par rapport à l'école, mais un côté aussi engagé personnellement dans le sens, moi je fais partie de l'asso de foot, si t'es dans cette filière, voilà, j'imagine qu'il y a un double discours quand vous les formez, en tout cas quand vous les coachez, pour ceux qui sont un peu plus commerciaux et ceux qui ont un discours plus engageant personnellement. Oui, ils valorisent leur parcours, ils valorisent leur association s'ils font partie d'une association. Le but, c'est ça, c'est de transmettre une information, de pouvoir accompagner le futur étudiant dans le choix, de dire, voilà, si tu viens chez nous, voilà, il y a le BDS, le BDA, c'est super chouette, est-ce que tu fais de la musique? Si t'en fais, viens l'année prochaine dans notre groupe. Voilà. Ils font de la pub aussi, aussi, bon. Finalement, le but, c'est vraiment que eux puissent expliquer clairement et de manière totalement transparente comme expérience, les bons comme les mauvais côtés. Nous, à la rentrée, le but, c'est qu'on ait aucun d'étudiants qui nous disent, mais je suis trompée d'orientation, mais j'ai envie de partir. Donc, plus ils sont au courant de ce qui va les attendre, mieux c'est. Et finalement, le programme, il est vraiment là pour être un niveau, pour apporter une reconnaissance, en fait, autant que les étudiants passent. Eux, ils sont ravis de le faire, ils viennent parce qu'ils sont contents aussi de partager leur expérience. Mais c'est vraiment pour les remercier de ce temps qu'ils passent avec nous et avec les étudiants qui vont enseigner toute l'année, en tout cas sur des éléments ponctuels. On a parlé justement des salons, des journées portes ouvertes, soirées portes ouvertes, des forums. Est-ce que ce sont des personnes aussi que vous envoyez dans leur lycée d'origine, back to school, ce qu'on appelle, et là c'est une obligation aussi, ou en tout cas c'est un intérêt que eux en plus ils ont aussi peut-être envie de faire, ou voilà, est-ce que ça fait partie des actions par exemple obligatoires comme l'une des deux, c'est ça? Oui, ça fait partie du listing des actions de promotion, et puis certains viennent de même, dire, voilà, j'ai reçu l'invitation de mon établissement, est-ce que je peux y retourner? Plaisir. Et généralement, les établissements préfèrent recevoir leurs anciens. C'est plus simple pour eux, ils se connaissent, c'est l'expérience étudiante. Voilà, on le fait aussi, c'est d'offrir une expérience, un retour d'expérience aussi sur les premiers mois qu'ils ont fait en école supérieure. Voilà, généralement, ils préfèrent avoir leurs propres étudiants qui sont dans les établissements. Edouard, vous avez ce contexte de retour, justement, on parle de convertir des prospects, quand les jeunes retournent dans leur lycée d'origine, effectivement, qui parlent de leur établissement dans lequel ils sont rentrés, ils sont heureux, ils connaissent les cours, etc. Ça, il y a un retour d'expertise, j'allais dire, ça match, ça marche. C'est d'ambassadeur, en fait. Oui, en fait, de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On a beau faire toutes les brochures, on a beau faire toutes les vidéos qu'on veut, l'expérience d'un étudiant, l'expérience de venir sur le campus, l'expérience de rencontrer quelqu'un qui est passé par là, c'est inestimable. On parlait sur la conférence de l'alternance, c'est mine de rien, l'éducation, c'est des choix de vie, c'est des choix qui vont souvent nous prendre du temps dans notre vie, et du coup, c'est beaucoup d'humains, c'est beaucoup de liens, c'est beaucoup de contacts. Donc effectivement, ce type d'action, des actions que l'on voit beaucoup, qui fonctionnent aussi beaucoup, en termes d'impact et de prospects qu'on peut récupérer sur ce type d'action. Après, si de manière plus générale, on analyse par rapport à nous ce qu'on voit comme type d'action qui se menait en magma avec les ambassadeurs, il y a évidemment des sujets de matching, nous en parler, comment est-ce qu'on crée des liens entre un prospect et un candidat pour qu'ils puissent échanger de la manière la plus simple du monde. Il y a des sujets de parrainage en fonction des écoles. Les étudiants ont un vrai rôle à jouer quand ils retournent dans leur ancien lycée, de dire tiens, il y a 2-3 personnes qui sont là, qu'on a vraiment intéressé, comment est-ce que moi je peux les parrainer pour les accompagner. Et après, on voit aussi arriver beaucoup de sujets plus marketing, et on parlait tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on va produire du contenu pour l'école. Moi, en tant qu'ambassadeur, comment est-ce que je peux aller raconter ma petite vie sur les réseaux sociaux, aussi parler de l'école, ce que j'y fais pour donner de la visibilité et de la notoriété. Et le gros sujet dont on parle depuis tout à l'heure, qui est le moins peut-être digitalisé pour l'instant, c'est les événements. Les événements, les JPO, c'est ce qui rythme une année de recrutement scolaire. Et donc nous, on voit beaucoup d'actions menées sur ces sujets-là. Et donc l'intérêt de avoir au bon moment la bonne personne qui vient sur ce salon, cette JPO, ou retourne dans son lycée. Le dernier point, c'est
c'est naissant aussi, mais c'est tous les sujets des témoignages et des reviews. Comment est-ce qu'on collecte les avis de notre communauté d'ambassadeurs, qui est déjà là, qui est proche, parce qu'on se rend compte que c'est souvent facile de récupérer des témoignages négatifs sur Internet de quelqu'un, une seule personne qui est déçue, versus en fait avoir des gens qui sont contents toute l'année qui viennent, mais qui ne prennent pas le temps de le dire. Donc là, ça permet aussi de s'appuyer sur cette communauté de gens qui est notre cœur, notre pyramide, pour pouvoir voilà, valoriser ce qui se passe au sein de l'école. Alors justement, on parlait des parrainages et puis des différentes sources de matching et de créer du lien vers l'extérieur. Les réseaux sociaux, on s'arrête 2 minutes là-dessus parce que c'est super méga important. Dans le sens de la communauté étudiante, évidemment, surtout sur les réseaux sociaux, et nous on est aussi. Est-ce que vous identifiez dès le départ, par exemple, des personnes qui vont être très agiles, très à l'aise sur certains réseaux sociaux? Quand je discute avec les établissements, souvent ils me disent moi je vais peut-être aller sur TikTok et Insta avec cet étudiant-là parce que il y a une super communauté lui-même déjà, et deux autres parce qu'ils sont déjà alternants sur LinkedIn, ils fonctionnent très très bien. Est-ce que, ou alors c'est au j'allais dire au petit bonheur de chacun va faire son petit. Est-ce que c'est surveillé? Est-ce que c'est quand on mobilise une communauté étudiante, j'imagine qu'il faut faire aussi attention à ce qu'ils peuvent véhiculer comme message à l'extérieur. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a des conseils, des tips, des astuces, du coaching sur les réseaux sociaux par rapport à certaines communautés ou pas du tout? Nous, faire appel à l'ensemble des étudiants, de toute façon, ceux qui utilisent ou utilisent pas, sur comment ils communiquent sur les réseaux sociaux, pour leur image personnelle aussi, le fait que, et puis s'ils sont rattachés à l'école aussi, par exemple sur LinkedIn ou sur Instagram, ça peut, un post qui paraît un peu lambda peut très vite impacter l'image de l'école, parce que l'étudiant est associé à l'école, même si on n'est pas responsable forcément de ses propos, malgré tout, on peut être associé quand même. Donc, il y a un petit rappel quand même sur la manière dont on communique, ce qu'on peut, ce qui est autorisé de faire, les dangers, les dérives, etc. Maintenant, on essaye d'identifier ceux qui ont une communauté aussi importante, ceux qui vont avoir des projets. Par exemple, on avait un étudiant qui s'est engagé, qui faisait des vlogs. Il a fait la descente du Rhône en hydrospeed, donc il communiquait en fait tous les jours sur ses réseaux. Et nous, en tant qu'école, on a relayé tout ça. Et puis, il en a fait un film au cinéma là-dessus, qu'il a diffusé. Et en tant qu'école, on se doit aussi d'appuyer et d'accompagner nos étudiants sur leur démarche aussi personnelle. Et on essaie d'identifier aussi ce type de démarche qui est valorisante pour l'étudiant et puis valorisante forcément pour l'école qui peut l'accompagner sur des sujets aussi. Au niveau des réseaux sociaux, on a vu que ça avait beaucoup évolué ces dernières années. Tout début, on leur disait, n'hésitez pas à partager sur Facebook. Maintenant, on fait comprendre que j'étais trop vieille pour avoir Facebook. Là où avant, on pouvait publier beaucoup, que ce soit sur Instagram par des publications, des posts ou des stories. Aujourd'hui, c'est moindre dans nos communautés étudiantes. Donc, on est plus sur du partage, en fait. On les laisse vraiment travailler eux-mêmes leur communication, et nous, généralement, la plus grosse communication, elle passe par les entreprises étudiantes, qui sont les associations étudiantes chez nous. Et en fait, nous, on les valorise vraiment par ce biais-là. On est hyper fiers d'eux. Ils ont des super projets, et donc c'est vraiment ce qu'on va aller pousser, en fait, en général. Et bon, dès le début de l'année, l'avantage, c'est qu'ils vont avoir des sensibilisations sur comment on communique sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, et donc ils sont aussi avertis sur leur e-réputation. Et ça, même après, quand ils sont en alternance, puisqu'on a expliqué aussi que en recherche d'alternance, c'est important. Mais voilà, on va plutôt pousser et valoriser les projets, en fait, de la même manière, parce que aussi, ce qui est génial aussi, c'est de valoriser ce que font en entreprise étudiante. Parce que ça m'interpelle que vous disiez justement, je suis trop vieille par rapport à Facebook, moi complètement me dit. Bref, convertir les prospects par rapport justement à ces réseaux sociaux, ça veut dire que néanmoins il y a quand même effectivement de l'étudiant à l'étudiant, mais peut-être qu'il y a aussi l'étudiant aux parents, parce que les parents restent les prescripteurs, les grands-parents. Donc les parents, c'est vrai qu'ils sont peut-être aussi sur Insta, mais beaucoup moins sur TikTok, par exemple, YouTube évidemment, mais ils sont sur Meta, Facebook, en tout cas. Donc, est-ce que par exemple, il y a je sais pas si c'est le mot, un matching, un forcing, un sourcing là-dessus sur les étudiants en disant, ok, communauté Insta, etc., on vous laisse, mais ça serait bien de faire un peu un pré-roll sur Meta, parce que, ou alors c'est vous qui le faites. Bon, il y a une sélection forcément des réseaux en termes de ressources d'équipe, en tout cas, parce que il faut pouvoir gérer les réseaux sociaux. Facebook, c'est plus forcément utilisé, c'est un petit peu obsolète, mais le fait de continuer d'alimenter la page,
c'était pas école morte. Enfin, voilà, on continue d'alimenter, même si on ne répond pas forcément à la cible. Maintenant, il y a encore des parents qui l'utilisent. Les étudiants internationaux nous contactent plutôt sur Messenger, soit quand même d'alimenter aussi Facebook. Instagram, c'est le réseau le plus utilisé. C'est un peu notre vitrine école en interne. Et quand on du coup partage les moments forts de nos étudiants. Après nous, on n'utilise pas Snapchat, c'est pas forcément le réseau social qu'on utilise. Et TikTok, on fait que du post. Donc voilà. Mais après, parce que TikTok, c'est voilà, il faut tout de suite réagir. On est sur des éléments de tendance et on peut vite basculer has-been au bout de 3 jours sur une tendance. Donc il faut être très réactif et avoir l'équipe après derrière qui gère le réseau. Et puis LinkedIn, c'est plutôt le réseau des prescripteurs, des partenaires, des entreprises, des alumni. Et voilà, c'est une autre façon de communiquer avec ces personnes-là. Voilà, on communique pas pareil sur Insta que sur Alors justement, Alumni, je tire le fil tout de suite, puisqu'on parle de la communauté étudiante, donc on a bien compris que de la première à la 5e année, on peut évidemment avoir ce lien très précieux des ambassadeurs avec à la fois la communication interne et la communication externe. Quand ils deviennent alumni, justement, ces jeunes gens, quand ils sortent du sérail soit en 3e année, soit en 5e année, soit entre les deux, parce qu'il y en a qui décident peut-être d'aller international ou autre, vous les conservez, vous les gardez, vous matchez ce lien, vous l'optimisez, ou c'est eux qui reviendront vers vous? Est-ce que voilà ce suivi de communauté étudiante, est-ce que c'est important? Justement, où on va garder au fur et à mesure, voilà, ça se change, ça se développe, ça évolue, un étudiant va remplacer un autre, où ce lien, alors évidemment le lien des amis vous avez gardé, mais en tant que communauté étudiante, est-ce que vous gardez ce lien-là? Allez, quand ils sont sortis du sérail. Alors, effectivement, le fait d'entretenir cette communauté, c'est vraiment important pour nous. En termes d'ambassadeurs, on sait qu'ils le font naturellement puisqu'ils nous en occupent pas. Actuellement, on n'a pas de programme qui est dédié pour ça. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler justement parce qu'on voit qu'il y a un vrai intérêt. Et eux sont contents de garder ce lien, surtout avec nous. Mais tout, c'est juste de se dire quelles sont les actions aussi qu'on peut valoriser. Encore une fois, quels sont les besoins des alumni. Ça a été évoqué en plus tout à l'heure, notamment sur des sujets d'alternance. Mais le but, c'est d'entretenir cette communauté, voir comment effectivement on peut nous les solliciter aussi et avec quel moyen de reconnaissance encore une fois. Ça fait partie des enjeux. Puisque oui, le réseau alumni est important. C'est aussi de montrer à nos propres étudiants et de montrer aussi aux futurs étudiants la réussite d'une formation qu'ils vont peut-être choisir et de se dire, voilà, je peux arriver là, je peux arriver à ce job, le Saint Graal d'arriver en entreprise, décrocher mon CDI. Donc, valoriser les alumni, c'est les mettre en avant, de faire des portraits, par exemple, d'alumni qu'on met en avant. Et on vient créer aussi un lien un peu intergénérationnel, de se dire, voilà, certes, je me vois pas dans 10 ans tout de suite, mais voilà, j'ai l'image quand même de quelqu'un qui est passé par ce parcours et qui maintenant travaille dans tel ou tel domaine. Donc, vraiment, il faut alimenter. Maintenant, on les oblige pas, comme on le disait sur la conférence précédente aussi, on les oblige pas à rester dans le réseau des alumni. Maintenant, on essaye de maintenir le lien, proposer des événements aux alumni, des after-work, les faire participer aussi à la vie de l'école, jury de recrutement, conférences. Ça permet de garder le lien alumni-école et aussi pour l'extérieur, et vivre quand même le réseau, même quand on sort. Et donc, vous voulez compléter? Moi, je pense que tout a été assez bien dit. Peut-être nous, ce qu'on peut voir, parce qu'on est aussi une jeune entreprise, c'est le premier site qui se boucle avec des étudiants qui restent dans le programme ambassadeur, pas pour les mêmes actions, évidemment, mais qui ont toujours envie d'être là, de s'animer, de faire des choses pour leur école et le réseau. Et c'est vrai que souvent, nous aussi, on a eu des projets où les gens voulaient reprendre des communautés alumni vieilles ou vieillissantes qui n'avaient jamais vraiment été activées. Et nous, ce qu'on préconise, c'est évidemment d'avoir une espèce de continuité, un lien entre le moment où on est étudiant et le moment où on part dans la vie active, parce que forcément, le lien, s'il n'a pas été maintenu, s'il n'a pas été entretenu, forcément, on n'arrive pas à les réactiver. Et souvent, nous, on est assez surpris de découvrir juste des listings, des emails, parfois des hotmails Yahoo qui existent même plus. Et c'est dommage parce que c'est l'asset principal
d'une école. La marque, évidemment, elle est forte. L'orientation régionale, souvent, c'est quelque chose de fort. Mais les élèves qui sont passés, c'est ce qu'il y a de plus fort dans la continuité d'une école, d'un établissement, d'un groupe. Et on voit encore, c'est très français, de se présenter, de son cursus, son école, est-ce qu'on est ingénieur, quel diplôme, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous suit. Pour l'école, c'est vachement important de garder ce lien-là, parce que, quoi qu'il en soit, c'est des gens qui vont parler de l'école en dehors, qui auront un rôle à jouer, direct, indirect, ou pour l'école. Donc, c'est vraiment des choses, des leviers très, très intéressants. Quand on parle de mobilité étudiante, on l'a un peu dit au début, heureusement, c'est aussi l'action pérenne de la communauté étudiante que vous aurez mobilisée. Pour convertir des prospects, il faut qu'ils soient effectivement en relation avec des jeunes gens de la première à la dernière année pour avoir vraiment un état de tout ce qui se fait dans l'école. Est-ce que vous avez la main ou est-ce que vous prenez le lead là-dessus sur un étudiant, un ambassadeur de première année, de deuxième année, troisième année, etc., aura quand même un travail assez cadré dans ses actions pour justement parler aux prospects en fur et à mesure de sa montée en compétence, j'allais dire, dans l'école. C'est-à-dire que les premières années vont être peut-être moins sollicitées sur certaines actions qui semblent importantes pour l'école, plus que d'autres ou pas du tout. Tout à l'heure, vous disiez, Julie, que comme c'est obligatoire, ils vont choisir eux-mêmes l'émission. Oui, c'est ça. Néanmoins, vous n'avez pas un regard en disant, non, là, ça va être un peu jeune pour ce travail-là, ou cette action-ci. Est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il y a une spéciale journée portes ouvertes, voilà, spéciale alternance. Évidemment que j'imagine on ne va pas mettre des non-alternants, quoique, voilà, est-ce qu'il y a des comme ça, des missions qui vont être choisies malgré l'obligation de faire des... À l'intérieur d'une mission, oui. Par exemple, une porte ouverte, ils seront dans la salle qui les concerne. C'est-à-dire qu'un prépa va être dans la salle prépa, on va s'occuper de l'accueil des personnes qui vont arriver. Il sera pas mis, par exemple, sur le poste des admissions. Par exemple, on va leur attribuer un rôle en fonction de ce qu'ils connaissent. Après, pour les autres actions, quand ils retournent dans leurs établissements, ils savent de quoi ils parlent. Il n'y a pas forcément de sélection après. Il n'y a pas eu de... Je voudrais que ça soit réalisé, Laurie. En fait, on voit, en fait, ça correspond à peu près au tunnel, en fait. Les portes ouvertes, par exemple, c'est un très bon moyen d'avoir beaucoup de ressources. Ils passent beaucoup de temps ensemble, ils vont parler de leurs projets, notamment en entreprise étudiante. Le temps de formation est pas trop long. Et nous, ça nous permet aussi de voir s'ils accrochent ou pas. Et puis, au fur et à mesure, on va pouvoir les former aussi pour des salons. On fait des journées d'immersion, ça leur permet aussi de voir comment ils se sentent au fur et à mesure. Et donc, effectivement, plus on les sent engagés, plus on les sent investis, plus ils vont venir, plus ils vont avoir des éléments de langage aussi qui sont importants. Et donc, de ce fait, quand on va leur proposer après de venir sur un système de matching, justement, ils vont pouvoir laisser leurs coordonnées pour qu'un étudiant qui a envie d'échanger avec un autre étudiant de telle ou telle spécialisation, par exemple, de tel ou tel programme, nous, déjà, on va les identifier en amont parce qu'on les connaît suffisamment à part de les avoir vus sur les événements. Ça nous permet de bien savoir qui on a en face et à qui on peut faire confiance et qui est à l'aise aussi sur ce sujet. Et donc, de ce fait, on va vraiment aller plutôt effectivement choisir les étudiants vraiment dédiés pour notamment du matching. Donc, c'est là où on va attendre qu'ils soient un peu plus âgés ou qu'ils soient dans l'école depuis un peu plus longtemps, qu'ils aient fait suffisamment d'événements pour pouvoir participer. Donc, effectivement, selon déjà les événements, ils ne vont pas avoir les mêmes responsabilités. Et au-delà de ça, en fonction de l'année et des actions qui sont mises en place, on va parfois être plus sélectif que d'autres. Il y a eu, peut-être Edouard, là-dessus, ce qui est des limites, je veux dire, à l'engagement de la communauté étudiante, à savoir, effectivement, quand des jeunes parlent à l'extérieur de leurs cours, de leurs désirs, etc. On sait tous qu'ils ont des personnalités différentes, parfois on en parlera bien, parfois un peu moins bien, etc. Et comme vous disiez, le coup du portable sur le salon, ça se produit une fois, ça se produira pas de la deuxième fois. Voilà. Est-ce qu'il y a, on parle de pérennité, d'engagement des jeunes gens, mais le secret de cette communauté étudiante pour pouvoir la dynamiser tout le temps, est-ce qu'il y a quand même une limite? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, si on prend une communauté étudiante, par exemple, en première, deuxième année, on les solliciterait pas plus tard, et vice versa, parce que 5 ans peut-être d'ambassadeurs, à la fois, certains vont très bien se sentir, ils vont adorer, d'autres un peu moins. Est-ce qu'il y a des limites à ça, justement? Nous, aujourd'hui, on n'a pas nécessairement de limite. Ce qu'on voit, c'est un renouvellement. Et c'est aussi la force d'une école. C'est que tous les ans, il y a des nouveaux qui poussent les anciens et vice-versa. L'enjeu, c'est vraiment comment est-ce que à chaque fois, je remets un peu d'énergie pour remobiliser une partie de ma communauté. Comment est-ce que je refais mon travail d'identification pour segmenter les actions.
Et après, en tout cas, c'est l'intérêt aussi d'avoir une plateforme. Je prêche dans ma paroisse, on va pouvoir suivre tout ça. Donc, on va voir les gens qui sont impliqués. Au-delà de j'aimerais m'impliquer, on va voir qui a fait des actions, on va voir les performances que ça a pu débloquer, parce que derrière, on s'interconnecte dans les CRM, on voit l'impact que ça a pu avoir. Et du coup, c'est comme ça qu'on va maintenir sa communauté, en la remerciant, en la mettant en avant, ces petites pratiques, mais de très bonnes pratiques. Les meilleurs programmes ne sont pas les programmes uniquement transactionnels. Nous, ce qu'on voit, c'est effectivement des petites attentions. On a des écoles qui, tous les mois, vont faire un resto avec les 10 ambassadeurs côté là. C'est des choses que vous faites déjà tous à la sortie d'un salon. Mais finalement, sur la globalité de vos actions, là, ça vous permet de tout suivre et de garder ça dans le temps, parce qu'évidemment, on n'est jamais impliqué avec le même niveau d'intensité tout au long de l'année, c'est normal. C'est le cas dans nos vies, c'est le cas dans notre quotidien. Donc là, l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce que j'engage les gens et que j'arrive à garder ça. Et on a toujours des profils un peu les champions ambassadeurs. On a toujours 1, 2, 3 personnes qui vont être nos champions. Ces gens-là, c'est pareil. Il va falloir arriver à les maintenir, parce que si ça se trouve, c'est des gens, 5 ans plus tard, ils seront toujours dans le réseau des ambassadeurs en tant qu'alumni. Ils feront un article pour expliquer leur carrière. Ils viendront à la JPO pour parler de leur expérience, et ils prendront le temps avec les parents pour les rassurer, parce que maintenant, ils sont grands et ils sont capables de parler de ces sujets-là. Donc, l'enjeu, c'est vraiment la continuité, mais c'est comme toute logique communautaire, tous les gens qui ont entrepris à un moment donné de créer des communautés en ligne sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il faut garder. Et vous allez avoir des gens qui vont être engagés à un moment donné, parce que dans leur vie, ils sont contents d'être là, et puis à un moment donné, ils seront plus là. C'est pas grave. Il faut juste qu'il y ait du flux qui revienne derrière pour renouveler ce cycle. Justement, on parlait d'ambassadeurs très forts, justement, les chouchous, les 3 personnes, les 2 ou les 6 qui vont être vraiment extraordinaires, qu'on va solliciter peut-être un peu plus que d'autres. Est-ce que ça peut aussi s'appeler du lead? Est-ce que parmi votre communauté d'étudiants que vous aurez mobilisé, vous avez comme ça identifié 2-3 leads, des leaders qui vont vous faciliter la tâche, parce que si à un moment donné, vous êtes, parce que j'imagine quand même que ça fait du travail un petit peu en plus, de coacher tous ces gens-là. Est-ce que il y a des leaders qui vont coacher eux-mêmes d'autres ambassadeurs, par exemple? Oui, il y a toujours des étudiants ultra motivés pour partir sur les salons, pour répondre au forum, et puis on s'appuie aussi sur eux, on sait qu'ils aiment ça, on va dire, voilà, j'ai un trou sur un salon, on vient de me planter, est-ce que tu es dispo pour partir? Généralement, il dit oui. Donc on s'appuie aussi beaucoup sur eux, et ils aiment ça. Voilà, quand ils sont partants pour le faire, c'est volontaire, là par contre. Ils sont partants, ils sont mobilisés, ils sont contents du bien, c'est ce que je disais, du bien qu'on crée aussi avec eux. Et puis, quand on passe à 8 heures sur un salon avec des étudiants, on aborde aussi d'autres sujets. On dit, comment ça se passe en cours? Vrai, quand il y a des temps un peu morts sur un salon, comment ça se passe? Est-ce que tu vas bien? Et puis, c'est peut-être aussi le moyen de remonter aussi peut-être des choses qui se passent en bonne direction. Par exemple, j'ai discuté avec un étudiant, on crée du lien, il a confiance en nous. Et la confiance, après, se retrouve sur son parcours d'alumni. Il se dit, voilà, je me suis bien entendu avec telle et telle personne. J'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer à te dépanner parce que tu as besoin d'un alumni pour une porte ouverte, pour un jury de recrutement. Et on garde ce lien au fur et à mesure. Vous, Julie, vous avez combien d'ambassadeurs, par exemple? Sur la plateforme, on en a 30. Okay. Maintenant, ils sont pas 30 à être mobilisés tout le temps, parce que les éleveurs, on envoie 400, on envoie un mail à 400, etc., et le filtre, l'entonnoir diminue. Sur ces 30, on en a à peu près 15 qui répondent régulièrement aux messages. Et vous, Laureline, combien d'ambassadeurs? Sur la plateforme, on a 178. Alors, nous, on a le programme ouvert, on en a 178. Sinon, on en a 30 sur le programme fermé de matching. Et on en a 70 actifs. Et on en a 30 qui ont fait au moins plus de 3 événements depuis septembre. Donc, on en a qui sont hyper engagés, Et qu'est-ce qui marche le mieux? Parce que, quand même, quand on discute, peut-être que vous réagirez aussi dans quelques minutes pour les questions, mais qu'est-ce qui fait que, parce que c'est beaucoup, tous ces gens engagés, quand je vous entends, parce que quand je parle avec certains établissements, ils disent, nous, on a du mal, il y a des moments, on a un salon à Brest, à Angers, à Paris, etc., grosse machine, en même temps, dans la JPO, c'est un samedi, ils arrivent à s'essouffler dans le temps, et parfois, alors, sans compter les grippes, les gastro, les machins, le jour J, ils arrivent à s'essouffler. Parfois, il y a, on doit en parler tout à l'heure, il y a de la motivation qui est là, c'est quoi le secret? Alors, on le disait au départ, il y a des notes, il y a des récompenses, etc., mais le truc ultime qui a fonctionné, qui fonctionne aujourd'hui, c'est quoi?
Sortez-nous votre secret du chapeau tout de suite. Parce que c'est un secret, mais par exemple, pour les salons, pour les visites d'établissement, on leur rembourse leur aller-retour. C'est le moment pour eux de revenir dans leur famille, par exemple. Là, un étudiant qui vient d'un établissement, je sais pas, moi, à Paris, on est sur Angers, bah, c'est l'occasion, si le forum a lieu un vendredi, parce que c'est généralement le cas sur les établissements, bah, ça lui permet de retourner chez ses parents le week-end. Donc c'est une source de motivation aussi, en plus de dire là, l'école en fait me rembourse mon aller-retour, et puis je vais passer du temps, je vais prendre un petit peu d'énergie auprès de ma famille. Et c'est pas la recette miracle non plus, ce que je vous dis, mais ça contribue un petit peu à une motivation un petit peu supplémentaire. Ouais. Il y a des ambassadeurs sur Bordeaux, ce que j'ai. Je crois que l'engagement, ça fait partie de notre évolution à l'école, et je pense que la plupart de mes étudiants viennent pour ça. Il y a quelque chose qui a été insufflé avant même qu'ils entrent dans l'école, où ils ont vu d'autres personnes qui partageaient leur temps, et il y a ce vrai sentiment d'appartenance qui est super fort. Et en fait, ils sont contents qu'ils vont passer un bon moment. Et donc, quand nous, on va les chercher, parce que parfois, effectivement, la semaine dernière, le lendemain de notre gala de Noël, on avait le plus gros salon pour nous. Il a fallu qu'on aille les motiver pour leur dire, OK, vous couchez à 4 heures du matin, mais le lendemain, vous attend à 9 heures avec nous. On était suffisamment nombreux et on était ravis. Ils étaient quand même tous en pleine forme. En fait, je pense que c'est parce qu'on sait qu'on travaille ensemble. Ils participent au développement de l'école et ils se sentent complètement impliqués dans aussi ce travail que nous on fait. Et effectivement, il y a ce côté gagnant-gagnant. Même nous, mieux on les connaît, mieux on peut les placer après en entreprise. Enfin, c'est bête, mais c'est vraiment, on travaille ensemble. Dans un salon, ce sont mes collègues, ce ne sont pas des étudiants. Enfin, voilà, et on travaille tous ensemble pendant la main. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui est ressenti, où des fois, on dit, moi, je suis un peu pour le fond. Enfin, c'est ce que tu disais, moi, je suis contente de passer ma journée avec vous parce que je sais que je vais passer un bon moment, en fait. Ouais, donc, le cercle vertueux est bouclé, l'ambassadeur étudiant, on va convertir un prospect qui lui-même va devenir ambassadeur, etc., etc. Donc, duo, trio, super gagnant. Mais on parle. L'idée, c'est aussi de discuter avec vous. On a un micro qui peut circuler. Ah non, vous avez déjà posé une question. C'est une différente. Hein. Pas de souci. Attendez, je crois qu'il y a un deuxième micro. Vous avez beaucoup parlé d'étudiants et d'alumni, etc. On est dans le thème de la conférence, hein, c'est normal. Est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect de votre écosystème qui est intéressant à développer? Je pense aux intervenants, donc qui ne seraient pas des profs salariés d'école, mais qui seraient des professionnels qui viennent donner des cours. C'est peut-être plus vrai en école de commerce qu'en école d'ingénieur. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont un rôle à jouer? Est-ce qu'ils le font déjà et c'est juste parce que ce n'était pas dans le thème que vous n'en avez pas parlé, ou est-ce que vous les négligez? Alors, nous, on a des intervenants qui viennent à l'ESEP, mais là, on s'en est plus sur du sujet interne. C'est-à-dire qu'ils sont là pour impulser une dynamique en interne pour nos étudiants. Je prends par exemple Thales, qui est un partenaire historique de l'école, vient donner une conférence, mais là, on est plus sur nos propres étudiants. On ne vient pas travailler l'externe sur ça. Après, on diffuse sur nos réseaux sociaux la présence de Thales, donc ça valorise la dynamique de l'école. Mais le premier sujet, c'est d'abord pour nos propres étudiants. C'est pour ça que je me parle. En fait, il y a plein de parties prenantes qui peuvent être s'intéressent. Pour l'école, on le voit, que ce soit nos entreprises partenaires, que ce soit même du staff, finalement même nos enseignants, effectivement, qui sont en interne ou intervenants externes, tous participent pleinement à ça. C'est pas forcément cadré dans un programme, encore une fois. En revanche, en fait, c'est que ça se fait naturellement. Là où, pour l'instant, pour des étudiants, c'est plus simple pour nous aussi d'avoir un suivi via une plateforme parce que ça facilite amplement les choses. Effectivement, il y a plein de choses qu'on crée avec nos enseignants ou avec nos entreprises partenaires où elles sont aussi ravies de participer, encore une fois, au développement d'un partenaire, d'une école qui a un impact sur un territoire et donc parce que le développement du territoire. Donc, c'est juste qu'on se sent tous gagnants-gagnants dans cette histoire et qu'on arrive à le valoriser comme ça. Parce que eux vont pouvoir valoriser leur marque employeur, par exemple, derrière. Mais c'est pareil pour un intervenant externe. Finalement, il va pouvoir valoriser aussi
son intervention. Et si, voilà, c'est encore une fois cette histoire de cercle vertueux où en fait on s'y retrouve tous parce qu'on va tous se valoriser aussi par ces actions qu'on a en commun. Et il y a vraiment je trouve cet aspect de moi aussi je vais me donner. Enfin, que ce soit pour nos entreprises partenaires, par exemple, où on va participer aussi à ce que eux vont nous proposer. On participe aussi pleinement à la vie associative de nos étudiants, on va participer à leurs événements, parce que le lendemain, ils participeront. Donc, c'est un peu comme ça que nous, il y a comme vous disiez, en plus, les prospects, pardon, pour convertir les prospects, qui peut mieux convertir un jeune qu'un autre jeune qui lui parle. Et effectivement, en face, il y aura des profs, il y aura des entreprises, j'imagine, qui parlent peut-être plus aux parents, parce que parfois on voit une charisme de certaines personnes qui aussi irradient sur le jeune qui veut rentrer dans l'école. En tout cas, voilà, le win qui gagne bien, c'est effectivement l'étudiant qui parle à l'étudiant pour essayer de convertir au plus. Nous, d'un point de vue plateforme, on n'a pas vu de gens qui ont réussi pour l'instant à engager leurs profs, notamment parce que c'est des logiques de communauté qui sont trop faibles. On répète, le volume étant trop faible. On en parlait tout à l'heure, hein, on a 1000 étudiants, on en a 1400, et puis finalement avec les actions qu'on a, on en a 30 qui sont vraiment le cœur actif. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas où il y a 400 profs très engagés avec une seule école dans laquelle ils interviennent. Donc, très compliqué à mettre ce genre de logique pour des intervenants externes, alors que effectivement sur d'autres cibles, ça fait encore une fois partie de leur vie, les parents, les étudiants, les entreprises partenaires, c'est des choses sur lesquelles on active là, il y a plus de sens, parce qu'elles aussi peuvent ramener d'autres entreprises partenaires. Encore une fois, on est dans une logique de pair à pair, et ça fonctionne. Un prof, pour aller chasser un nouvel élève, un nouvel étudiant, c'est plus complexe. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous, on n'a pas vu de succès sur ce genre d'initiative, mais c'est rigolo parce qu'on le voit à chaque fois qu'on mappe un petit peu les communautés de prescripteurs en initial, il y a toujours les profs. Okay, si on arrive à faire quelque chose là-dessus, il y a peut-être un gros filon, mais pour l'instant, on n'a pas fait. Une autre question? Bonjour, Caroline Fleury. J'ai une question en fait concernant le profil des étudiants. On n'a pas beaucoup parlé de la différence de mobilisation entre les alternants et les initiaux. Et je pense que ça, c'est une vraie réalité terrain. C'est-à-dire que quelqu'un qui est présent chez vous pendant 5 ans, qui démarre en initiale, puis finit en alternance, vous arriverez à le mobiliser. Mais quand vous avez des étudiants qui arrivent en 3e année ou en master directement en alternance, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous avez peut-être des best practices à partager ou des choses qui pourraient nous démontrer que c'est faisable sur des alternants pour voir qu'à côté, en tout cas, c'est quelque chose que aujourd'hui on n'arrive pas à faire. Là, c'est du volontariat pour les étudiants qui sont en alternance. C'est du volontariat. Là, il n'y a pas d'obligation pour leur part d'y participer. Ils n'ont pas de notes d'attribuer sur ces actions-là. Là, c'est vraiment du volontariat de leur part parce que c'est compliqué de les mobiliser, de retourner dans leurs établissements. Il faut que ça soit vraiment la bonne semaine et la semaine de cours. Donc là, on fait vraiment, en effet, c'est une difficulté de les mobiliser. Après, ils viennent plutôt de bon cœur sur les portes ouvertes pour enseigner. On a une petite dizaine qui viennent sur les portes ouvertes volontairement. Donc, c'est les samedis. Ils sont un peu plus disponibles si c'est une région. On en perd fatalement. On en aura en moins gros volume, en tout cas, effectivement, sur la mobilisation sur des événements. C'est là où l'intérêt il est sur les actions qu'on va leur proposer. Si on peut pas les solliciter sur toutes les actions, sur tous les salons, parce qu'effectivement, ils ont eu aussi leur semaine d'entreprise avant et c'est plus compliqué de les solliciter, surtout si leur alternance est loin, par exemple, de l'école. En revanche, on peut aller les solliciter sur d'autres actions. Ça peut être du partage d'expérience, une interview, ça peut être nous on peut les solliciter aussi parfois pour des webinaires, par exemple sur des spécialisations. Je partage donc justement ce qu'ils sont en train de faire en alternance, donc ça demande de plus identifier les profils qu'on va rechercher et les étudiants avec qui on a envie de travailler. Après, il y a toujours cette idée de effet de modèle. Si vous avez un alternant qui a su accompagner un autre étudiant, je sais pas, pendant une journée de cours ou autre, fatalement, il va y avoir un effet miroir, on va dire. Moi aussi, en fait, j'ai peut-être envie de faire ça parce que j'ai envie de rendre l'appareil à la personne qui m'a accompagné. Et c'est super sympa. Et peut-être que moi, je cours aussi faire ça plus tard. Donc, il y a, on voit quand on n'est pas encore dans l'école,
Et après, comment on va nous chercher quand on est dans l'école, mais vraiment sur one-to-one. Si je peux rajouter un petit, effectivement, tout a été quasiment dit. Nous, dans les grosses craintes qu'on avait quand on s'est déployé sur ce sujet ambassadeur dans les écoles, on avait deux peurs. Un, des sujets d'alternance, parce qu'effectivement, on est face à des populations qui sont moins engagées et qui sont en plus pas tout le temps là. Et le distanciel. On a commencé pendant le Covid, donc c'était un sujet qui était le cœur de la réalité aujourd'hui, c'est que notre plus gros client, celui qui a la plus grosse communauté, c'est une école en ligne et en alternance. Et c'est ceux qui ont réussi à mobiliser le plus leur communauté. Alors, effectivement, pas du tout sur des sujets salons, pas du tout sur des sujets présentiels JPO. Ils ont juste des actions qui sont du matching, partage d'expérience, de l'accompagnement dans leur funnel de conversion. Parce que c'est pas les mêmes questions. En fait, quand un étudiant vient dans une école en physique, en présentiel et en initial, bah, il a envie de venir, il a envie de voir les bureaux, il a envie de ressentir ce qui va se passer. Donc, il y a beaucoup plus de liens humains, physiques, de contact qui va se créer. Là, on est sur des sujets différents et justement, il y a plein d'autres questions qui arrivent. De comment ça se passe? Comment est-ce que je gère l'alternance? Comment est-ce que je gère mon entreprise? Et ça, pareil. Les gens au sein de l'école n'ont pas les réponses de comment est-ce que ça se passe dans l'entreprise. Donc, il y a encore plus de sollicitations sur ces cycles d'alternance. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont très volontaires et prêts à rendre l'appareil si c'est des tâches ponctuelles pour échanger avec quelqu'un, pour rendre un service. Et pareil, c'est pas les mêmes actions, c'est pas les mêmes typologies de récompenses non plus, mais c'est des gens qui savent se mobiliser. Et encore une fois, ça fait partie des améliorations qu'on a fait dans la plateforme. Très vite, on s'est rendu compte que c'était des gens qui n'étaient pas disponibles au même moment. Donc, les matchings, ils vont pouvoir sélectionner s'ils ont envie d'être contactés plutôt de telle heure à telle heure, plutôt en semaine, plutôt le week-end, de pouvoir désactiver les semaines où ils sont pas là parce qu'ils sont au boulot, ou au contraire, le boulot, c'est plutôt détente, j'ai moins de temps à l'école, donc je vais m'activer. Donc, c'est juste, encore une fois, une question de cible, de message, d'action, et de comment est-ce qu'on va engager cette cible-là. Mais aujourd'hui, nous, on n'a plus aucune crainte sur ces profils de personnes. Si je peux rajouter le système de matching, du coup, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'ils se sentent valorisés par cette action-là. Ça permet vraiment de les mettre en valeur et comme c'est un petit groupe, il y a vraiment cette question de t'as été choisi en fait et on vient te chercher toi parce que t'as plein de super choses à raconter et l'avantage c'est que c'est flexible et l'avantage c'est que tu vas aussi pouvoir encore une fois valoriser ton parcours parce que on prend en toi et on a vraiment envie de parler de toi au travers de ce système-là. Donc la plateforme du Magma pour ça c'est vraiment intéressant parce que ça s'adapte totalement aux alternants. D'ailleurs, nous, l'ambassadeur qui a gagné, qui est numéro 1 l'année dernière, c'est un alternant. C'était le plus mobilisé, parce que les questions qui viennent de Petit Budget, qui est une question de notre site internet, les questions, c'était principalement sur l'alternance, parce que ça intéresse beaucoup, ça questionne beaucoup les étudiants, et forcément, ce sont les étudiants qui étaient en alternance qui répondaient du coup le plus aux sollicitations. Et forcément, du coup, oui, c'est un alternant qui a remporté la première place l'année dernière. On les responsabilise en bas, c'est certain. Il y a une question là-bas, je crois. Bonjour. Oui, vous aviez évoqué les avantages et les inconvénients qu'il y ait des actions de promotion qui soient obligées pour les entrants. Voilà, je voulais savoir si vous pouvez développer un petit peu c'est possible. Bien sûr. Alors, les avantages, c'est que ça nous fait de la ressource. On peut pas être partout. On n'est pas forcément une très grosse équipe. Donc, ça permet de se rendre plus disponible. On se démultiplie autant de fois qu'il y a d'étudiants qui partent sur des événements. Maintenant, les inconvénients, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de les obliger à partir. Des fois, ils n'ont pas de bon cœur. Ils n'ont pas le sourire. Ils utilisent le téléphone. Donc, il faut faire preuve de bienveillance envers eux, leur expliquer le pourquoi, du comment. Et là, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de le faire parce qu'ils se disent, voilà, moi, je veux faire ingénieur, j'ai pas envie de faire chargé de com, donc j'ai pas envie de participer. Maintenant, on leur explique, faire preuve de pédagogie, de leur dire que voilà, plus tard, tu vas gérer une équipe, plus tard, tu vas prendre la parole devant des gens, tu vas passer des entretiens d'embauche, tu vas devoir présenter ta formation, ce que tu as fait, les missions, faut que tu te démarques. Et on essaie de leur dire comme ça à travers de ce discours, on dit voilà, c'est important que tu sois à l'aise aussi à l'oral. Donc voilà, l'inconvénient, c'est que quand on les oblige,
pas forcément de bon cœur tout le temps. D'ailleurs, pour prolonger la question, est-ce que du coup, il y a des sanctions? Quand on oblige à faire un travail, tu viens pas au partiel, t'as 0. S'ils font pas une mission ou ils la font mal, est-ce qu'il y a une sanction ou pas? Ah, ils sont notés. C'est assez simple, hein. La notation, pour être transparente, elle est plutôt simple. Une action 10, 2 actions, ils ont 20 sur 20. La notation est plutôt simple. Si ils sont une personne qui a participé à un salon, mais un peu réservé, je ne le sanctionne pas. C'est sa personnalité. Il était là, il n'a pas été très à l'aise, mais voilà, il a fait l'action. Par contre, un petit jeune qui reste en retrait sur le téléphone, qui n'a pas sorti un mot du salon, bah, on se revoit. Ou alors, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, bah écoute, fais une interview. Voilà, notre chargé de com digital, bah, il peut t'interviewer. Si t'es plus à l'aise sur une autre action, on recommence, on fait quelque chose qui est plus adapté à ton profil. Voilà, on réadapte après derrière. Ça s'appelle quoi, note de vie scolaire ou vous avez un... Ça rentre dans le module communication. D'accord, ok. Une autre question? Vous avez faim. Je le sens bien. Ah, Est-ce qu'on a là, il y a juste là. Ah, là-bas aussi. Bonne question. Ah non, c'est plus pas. Merci. Je voudrais juste, si vous voulez savoir, j'imagine que ça dépend en fonction des écoles, mais que dans l'eau, il y a forcément toujours des étudiants, quand ils rentrent en première année, qui sont déçus, par exemple, de leur première année. Vous avez pas d'inquiétude sur le sujet du fait que chaque étudiant soit mobilisé pour être ambassadeur? Il y a une minorité, par exemple, de profils qui sont déçus de la formation des étudiants, de leurs camarades, peu importe, mais qui puissent véhiculer un témoignage qui soit pas en accord avec l'école. Alors, le but, c'est que ça n'arrive pas. Totalement. Maintenant, je suis pas derrière eux, je peux pas vous dire non, moi ils répondent tous positivement, ils véhiculent une image fantastique de l'école. Je suis pas derrière eux sur un forum dans les établissements, j'ai pas forcément de moyens de contrôle. Et puis c'est aussi le but, c'est qu'ils soient un petit peu sans filtre, que ceux qui vont les écouter ont leur vrai aussi ressenti. Donc je dirais que c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, pour nous aussi, on est déçus qu'ils soient déçus de sa formation. Mais c'est une réalité des choses, c'est-à-dire s'il est déçu, comment nous, derrière, quelles actions on peut mettre en place, la pédagogie, la com, en tant que direction, qu'est-ce qu'on peut mettre en place derrière pour qu'on ait 100% de satisfaction et qu'il n'y ait pas de fuite d'étudiants. Mais oui, moi je suis pas derrière chaque étudiant à comprendre ce qu'il dit. Donc ça fait partie aussi des difficultés. Maintenant, ils sont formés, on leur explique, voilà, peut-être qu'ils sont pas contents sur certaines choses, mais il y a des éléments où ils vont être contents. Et on essaye de leur expliquer. Et c'est pas simple. Moi, c'est un ambassadeur en plus. Ils partent en binôme en général. Je crois qu'il y a une question devant. Mais pas. Bonjour, les 2 actions sont obligatoires. Et quand vous les formez, vous passez dans les classes, vous faites des vidéos, Oui, on passe dans les classes. Sur tout le mois de septembre, on balaye. Alors, sauf les 5e années, parce que nous, chez nous, ils sont pas ici, ils sont pas à l'ESAP, donc on peut pas les mobiliser. Mais oui, on passe dans toutes les classes. On reforme ceux qu'on a vus l'année précédente, qui sont montés dans la classe supérieure. Donc oui, on rebalaye tout le monde chaque année. Une autre question? J'ai une question de déontologie, parce que je me dis, des étudiants qui vont trouver des parents qui payent des études et qui en plus ont l'obligation de faire la promotion de leur école, qui les gratuitement. Est-ce que, voilà, comment est-ce que vous gérez je me fais un peu la du diable, un peu pour voir un peu la limite de ce que c'est qu'un ambassadeur et en fait, ce qu'il apporte à son école, alors qu'en fait, il paye ses études. Alors oui, il paye ses études. Maintenant, il faut qu'il obtienne son diplôme par lui-même, et ça passe par les soft skills qu'il a à développer à l'école. C'est pour ça qu'on a fait rentrer ça dans le module communication, parce que voilà, c'est ce qu'on lui demande aussi dans ce module. C'est la prise de parole, c'est comment je m'exprime. Ça fait partie de leur, comme si c'était un cours en fait, sauf que du coup, c'est de la mise en pratique. Donc, comment on l'intègre dans le cursus de formation. Si je peux compléter, c'est effectivement on voit ça d'un point de vue très transactionnel parce que là on l'aborde en se disant
on a besoin de conversion, on a besoin de prospects, on va s'appuyer sur nos étudiants ambassadeurs. Dans la réalité, en fait, on est juste sur un passage de témoin, un passage de flambeau pour rassurer tout le monde. Il y a quand même, là, je veux pas du tout faire le même des bisounours, mais il y a quand même un intérêt initial, c'est ce qu'on disait, c'est que les gens qui sont de l'autre côté, que ce soit du public, du privé, de ce qu'on veut, ils ont plein de questions. Et l'enseignement, comme le milieu professionnel, comme au sein de l'entreprise, on peut jamais savoir ce qui va se passer. Donc c'est quand même bénéfique pour tout le monde de pouvoir savoir à quoi on s'attend. Moi, je dis souvent aussi, c'est aussi le bon moyen des fois de dire à la personne, en fait, ça va pas être pour toi, cette école. Donc, en véhiculant un message positif, en disant, ah, c'est génial, on a plein d'assauts, on fait du sport tous les jours, peut-être qu'il va dire, moi, je suis introverti, je peux pas du tout dire ça, c'est top, merci, bonne journée, au revoir. C'est pas grave, en fait, on a juste tous évité de perdre du temps, et cet échange-là, il aura plus de valeur que de passer 50 JPO où tout le monde va me dire, c'est génial, faut que tu t'inscrives, t'auras un métier, t'auras un diplôme. Bah, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière? Le seul moyen de le savoir, c'est de discuter avec quelqu'un. Donc, si on boucle la boucle, bah, quand on nous a aidés, c'est bien de pouvoir aider quelqu'un. Et je leur dis, on est vraiment plein de gens qui se mobilisent sans cette logique de carotte derrière, sans cette logique de transactionnel, juste parce qu'ils disent, bah, mon école me met en avant sur leur site, sur leur communication, bah, c'est chouette. Et moi, si je peux aider quelqu'un, je le fais, merci, au revoir. Sans pour autant être ambassadeur avec un drapeau. Génial, super. Et comme disait Julie tout à l'heure, comme j'imagine qu'elle pas évidemment sur le dos de chacun des jeunes gens, pour avoir entendu plein de fois lors des forums des jeunes indépendants, il y a quand même des étudiants, quand ils parlent de leur école, bien sûr, ils vont dire, voilà, je représente l'école, donc je vais pas dire que c'est pas bien, mais ils parlent aussi de leurs galères, de leurs contraintes, de comment ils sont arrivés là. Certains ont dit à des parents parfois, moi ça fait déjà 3 ans que je me cherche, ça y est, j'ai enfin trouvé. C'est vrai que j'ai galéré avant, et c'est ça aussi le message qui est pas mal à recevoir, j'imagine, de l'extérieur, de savoir qu'ils sont arrivés là par plein de ponts différents, et que finalement dans toute la formation, ils sont plutôt satisfaits, mais il y a 2 cours où ils aiment pas, mais peut-être que c'est des cours que les autres aimeront. Voilà, ça fait partie aussi du jeu, j'imagine, et du lot de cette forme de promotion d'école. Oui. Oui, c'est une vraie demande hein, des étudiants qui cherchent une formation. Nous, depuis quelques années, c'était récurrent d'avoir des mails. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir les coordonnées d'un de vos étudiants? J'ai des questions. C'était une fois, il y a 10 ans, et puis maintenant, on reçoit 20 messages, 30 messages pour dire, voilà, j'ai vraiment besoin de parler à un étudiant. Donc, au début, c'était, mettez-vous en relation via Instagram, via Facebook. On est passé par la plateforme Magma, une mise en relation directe. Donc, il y avait une attente des parents qui comprennent après derrière, on demande à leurs enfants après de participer, de faire une relais. Mais c'est une vraie attente des étudiants d'avoir l'expérience des étudiants et pas la présentation parfaite lors d'une JPO des équipes qui se sont tous bien habillées et qui ont déployé tout ce qu'il fallait pour montrer à quel point la formation est géniale. Même si la formation est géniale, là, il y a vraiment l'étudiant qui donne son ressenti par rapport aux aspirations de l'étudiant qui cherche. De toute façon, que ce soit obligatoire ou pas, ce qu'il faut voir, c'est les avantages que ça procure aussi à l'étudiant, hein, parce que ils développent des compétences, ils mettent en avant leur diplôme aussi. D'ailleurs, mettre en avant son diplôme, c'est mettre en avant son employabilité. Donc, le programme, peu importe quelle forme il a, il existe, mais ce que l'étudiant ne va pas répondre, il en est complètement libre, donc c'est ça qu'il faut garder en tête, en fait. Le tout, c'est que eux soient libres de pouvoir communiquer comme ils le souhaitent. En plus, surtout s'ils ont la liberté de choisir les actions sur lesquelles ils sont les plus à l'aise. Chacun, effectivement, va avoir des facilités dans certains domaines et moins dans d'autres. Mais voilà, le tout, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt à eux. Et parfois, mais c'est pas pire, mais effectivement, on est bien obligé de devoir rendre obligatoire certaines actions pour leur montrer que c'est aussi dans leur intérêt de le faire et qu'effectivement ils vont développer des compétences au travers de ça et qu'ils ont tout à y gagner en fait en y participant. Une autre question? En fait, dans le cadre d'action de promotion, et c'est important de garder en tête que lorsque des étudiants sont en salon, ils ont affaire à des cibles, pas que des terminales. Donc, il n'y a pas que la transformation du lead show. Il y a aussi des troisièmes, il y a des secondes, il y a des premières qui viennent en salon. Des personnes qui sont un peu perdues sur leur orientation. Et c'est vrai que
au-delà de faire la promotion de son école, avant tout, je pense que c'est important de garder en tête qu'il faut faire la promotion de la formation et du métier dans lequel le jeune veut se diriger. Et ça, je pense que même si l'étudiant est en désaccord avec l'école ou pas content de la pédagogie, de l'administration, il arrivera quand même à expliquer à un jeune ce qu'est le métier d'ingénieur ou ce qu'est le métier de, je sais pas moi, designer. Et je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête pour pouvoir capitaliser sur les guides avec qui on discute, avec qui on échange. Pour la transformation sur du long terme. Il y a un rôle d'orientation. Exactement. On va parler d'établissements dans Parcoursup. On va donner des indices aussi aux jeunes gens qui viennent sur le salon. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça que nous, on mobilise, en fait, dès la classe préparatoire, les étudiants, parce qu'en fait, il y a eu les réformes du bac, il y a eu la réforme de Parcoursup, qui était APB avant, et donc, du coup, on les mobilise parce qu'en fait, ils viennent de sortir les premières années. Donc, ils sont tout chauds pour les terminales qui vont vite arriver derrière et qui ont déjà des questions fin septembre, alors qu'ils viennent de rentrer. Et ceux qui sont en première année se souviennent très bien de ce qui s'est passé pour eux, du stress qu'ont généré les parents derrière à les booster sur Parcoursup. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on mobilise assez large nos étudiants, mais c'est pour répondre à toutes les problématiques de l'ensemble des étudiants, tout type de niveau confondu. Voilà. De n'engager que des étudiants qui sont en troisième année ou en quatrième année, qui ont assez d'expérience dans l'école pour pouvoir raconter telle ou telle chose. Oui, c'est bien, mais ils oublient assez vite les difficultés qu'ils ont rencontrées aussi précédemment. Et on cherche à faire un partage d'expérience, plutôt à chaud aussi. C'est pour ça qu'on mobilise nos plus jeunes étudiants aussi, qui est une réalité de terrain qui colle au plus près de ce qui se passe pour ceux qui sont en recherche. Et tous les parcours sont intéressants. Justement, il y a le fait de se souvenir où on était les années précédentes et de dire, moi, j'ai fait 1 an, tout ça, après j'ai changé, puis je me suis pas trouvée tout de suite, et c'est maintenant que je commence à me trouver. C'est aussi intéressant. On a plein qui savent pas du tout ce qu'ils ont envie de faire plus tard et ils sont même encore à se demander ce qu'ils vont devoir choisir comme spécialisation. Et c'est intéressant d'avoir des étudiants en face qui ont des parcours complètement différents. En disant, mais voilà, moi, mon cheminement, ça a été ça, peut-être que toi, ce sera ça. Parfois, ils se retrouvent même les uns avec les autres. Et c'est hyper intéressant ce partage d'expérience parce que quand on est au lycée, parfois, au collège, mais au lycée, il y a vraiment enfin, je trouve quelqu'un qui me comprend et ok, peut-être que ça me donne une piste, ce sera peut-être pas la bonne, mais en tout cas, ça vaut le coup de l'explorer un petit peu plus. Et ça rassure aussi même pour les parents où les études supérieures ont vraiment évolué, en fait, ces dernières années. Donc, même pour des parents, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc, d'avoir encore une fois un étudiant qui partage son expérience, c'est toujours plus rassurant que d'avoir un chercheur de promotion parfois en face, parce que oui, il y a de la transparence et peu importe ce qu'il va expliquer, ce sera son parcours à lui, ce sera sa vision de sa formation aussi. C'est ce qui est intéressant. Une autre question? Là, on a tous très très faim, en fait. Non, pas de questions? De toute façon, on reste encore dans le coin. Vous pouvez venir voir les intervenants. En tout cas, merci de votre présence ce matin et surtout merci aux intervenants pour cette deuxième conférence. Merci à vous.